Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode 37, intitulé « Tout ce qui est à Vegas ne reste pas nécessairement à Vegas ». Bonjour Guillaume. Allô Marcel, ça va bien? Bien, merci, toi aussi. Oui, tu nous surprends ce matin avec un titre pas piqué des verres. C'est ça. J'ai essayé de faire un peu mon drôle, mais tout ça pour dire que c'est dans le prolongement, l'épisode qu'on fait présentement, c'est dans le prolongement de celui qu'on a fait avec nos amis Robert Dupré et Louis-Philippe Gingras de chez Cinéfix, où on a vu qu'il y avait un enjeu important pour les propriétaires de salles de cinéma, qui, dans les prochaines années, vont devoir rajeunir leur parc d'équipements cinématographiques. Mm-hmm. Puis on sait que c'est dispendieux, c'est compliqué. Fait que je me suis dit, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies dans l'air? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Y a-t-il d'autres choix? Et là, je me suis pensé, je dis, la référence en ce moment de la nouveauté absolue, c'est bien la sphère de Las Vegas. Absolument, absolument. C'est quelque chose à voir. Malheureusement, je ne suis pas allé. J'espère un jour pouvoir le voir de visu, mais quand même, les chiffres sont... je ne sais pas si on voit de l'espace, mais on le voit de très loin. Oui, on a une chance parce que, écoute, ça 112 mètres de haut, c'est pour donner une idée, 350 pieds, là, à peu près 35 étages de haut, puis c'est un diamètre de 157 mètres, ce qui n'est pas loin de 500 pieds. Puis... 18 600 places assises. On dit qu'il peut rentrer pas loin de 20 000 personnes là-dedans. C'est fou. C'est absolument renversant. Et c'est une technologie que je suis fier de dire parce que c'est des Québécois, Saco Technologies, ici à Montréal, qui ont fait cet écran LED-là, qui est gigantesque, qui a 1,2 million de petites lumières pour faire cette image autant extérieure, parce qu'on sait que l'extérieur de la boule, si on veut, de la sphère, est un écran au complet. Et d'ailleurs, c'est le plus gros édifice sphérique au monde. C'est vraiment hors du commun. Et pour ceux qui ne le savent pas, on projette des images autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Exactement. Donc, c'est des deux côtés. S'il y a des gens qui écoutent, qui n'ont pas vu ça ou qui n'ont pas été le voir, là, aller sur les réseaux sociaux, c'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant. Il y a eu des spectacles qui sont faits là, des groupes U2, je crois. Un repêchage du Canadien, le dernier, de la Ligue nationale, mais dont le Canadien a eu lieu à la sphère. C'est ça. Puis j'ai vu un bout de vidéo du groupe Eagles, là, avec Hotel California, avec toute le cynique qui allait avec ça, là, les images qui ont été composées, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ah oui, c'est unique et je pense qu'en tout cas, moi aussi, si je retourne à Las Vegas, c'est quelque chose que je vais aller découvrir certainement. C'est ça. Donc, pour ça, on dit, puis je me suis mis à me questionner, est-ce que les écrans numériques, les écrans LED vont devenir la nouvelle référence des cinémas futurs? En se posant la question à savoir, on change-tu les projecteurs ou on met finalement, on met des écrans de télé géants, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, c'est une autre approche. Puis je me suis dit, il y a des enjeux là aussi. Là. Absolument, absolument. Parce que s'il y a des gens qui ne savent pas encore, c'est le cinéma, c'est une projection. Donc, on projette une image sur un écran passif. Oui. Et ça a toujours été comme ça. Même si on a changé de technologie, comme on l'a déjà dit dans le balado, dans le passé, on a changé en 2009-2010, c'est resté un mode de projection. Donc, c'est le projecteur qui a changé. Et là, ça ne serait plus de la... oui, ce serait de la projection vers le client, vers le spectateur, mais l'origine de l'impact visuel provient de l'écran elle-même, tandis que l'autre, c'est une réflexion. Oui. Puis on sait, pour aller un peu sur ce que tu dis, le fameux 60 images secondes, qui, il y a quelques années, devait venir une nouvelle référence pour les salles de cinéma, parce qu'on a ça en vidéo. Oui, donc, qui a eu son apogée au début des années 2010. On a eu des films d'Hollywood, dont Le Hobbit,
Oui. D'entre autres, qui s'était vanté d'utiliser cette technologie-là, qu'on a d'ailleurs joué ici à Joliette. C'est ça. Exact. Et les gens ont été réfractaires, n'ont pas apprécié le message qu'on avait, ça fait vidéo. Oui. Exact. Donc, les gens sont habitués à ce que l'image, la couleur, c'était filmé en 24 images secondes. Il y a une certaine oscillation de l'image là, qui est caractéristique au film. Exactement. Je me souviens d'un confrère de propriétaire de cinéma qui me disait, Tom Farmanian, qui m'avait dit que cette norme-là de 24 images secondes était la norme minimale pour avoir une image qui fonctionnait. Parce que si les gens regardent des vieux films à 16 images secondes, bien là, ça ne fonctionne pas. On n'est pas capable d'avoir une image qui est stable. Puis là, souvent, on a des mouvements saccadés, des choses comme ça. Exactement, puis rapides, qui vont plus vite parce qu'on le joue plus rapidement. Alors, c'était cette norme-là qui a été établie et pour avoir une certaine continuité. Mais évidemment, dans cette norme-là, quand il y a des gestes rapides, la caméra n'a pas le temps de capter tout. OK. Donc, par exemple, si on bouge un bras rapidement, la caméra ne peut pas capter tout le mouvement, donc elle va inventer du mouvement, elle va tracer un peu le mouvement, et ça fait ce qu'on appelle en anglais du motion blur, du flou de mouvement. Et ça, c'est ce qui fait l'effet que tu parles du 24 images secondes, qu'on apprécie, entre guillemets, que ça fait plus cinéma, alors que c'est un défaut de captation. Je ne veux pas devenir trop technique, mais notre œil voit mieux qu'un projecteur, qu'une caméra. Okay. Donc, on est capable de percevoir avec le cerveau humain plus d'images à la seconde qu'une caméra de cinéma. Et là, on a inventé, puis ça date énormément là, de plus que 24 images, mais à la télévision, ça fonctionne sur des événements sportifs. Donc, on recrée une réalité plus réelle. Tandis qu'au cinéma, ça devient, comme tu dis, trop vidéo. Et là, on dit, on voit les maquillages, on voit ci, on voit ça, on voit c'est des décors, évidemment, parce que quand la caméra bouge, elle capte plus d'images, donc moins de flou, plus d'informations, donc on voit évidemment plus réellement. Et notre œil cinématographique ne veut pas ça. Ouais. On ne veut pas voir ça, on s'en rend pas compte, mais on veut voir une image cinéma qui est un peu imparfaite, mais qu'on a associée au cinéma. Oui, et c'est ça, c'est une des raisons que je me dis que la projection a encore sa raison d'être, et je pense que ça va être encore la norme pour un moment. Puis en plus, que tu me dis tantôt qu'il y avait des problèmes, même physiques, à composer des écrans géants, comme des écrans LED. Oui, ce qu'on appelle un vidéo wall. Oui. C'est très lourd. Et quand on en voit, là, on en parlait justement avant le podcast, on voit un vidéo wall dans un centre d'achat ou peu importe. Il est gros comme un tableau. Mais nous, les salles de cinéma, c'est la salle ISX, elle a 65 pieds de large, puis elle a 35 pieds de haut. Donc, c'est énorme. Là. Si quelqu'un se place à côté, là, si jamais, s'il vous plaît, ne touchez pas l'écran, mais si vous voulez voir la perspective de la grandeur de l'écran, approchez-vous un peu d'un écran de cinéma. Et comme j'ai dit, s'il vous plaît, respectez-nous, ne touchez pas à l'écran. Mais ça donne une idée de la vraie réalité de la grandeur d'un écran. Donc, il y a tout ça. Puis il y a un côté refroidissement, parce qu'en ce moment, c'est pas bâti pour ça. C'est un endroit fermé. Oui. Derrière un écran de cinéma, il y a tout ce qu'il y a, c'est des haut-parleurs qui ne chauffent pas. C'est pas des trucs qui chauffent. Là, on change ça. Fait qu'il y a des enjeux importants financiers à faire ça. Et le coût. Oui, le coût de base. Un vidéo wall peut peut-être coûter 30-40 000 facilement. Fait qu'imaginez un écran comme la salle ISX, j'ose même pas imaginer le montant que ça doit coûter pour remplacer tout ça. Effectivement, que ça va sûrement baisser avec le temps, comme ça l'a déjà baissé, comme n'importe quelle technologie, mais il reste qu'il y a un enjeu physique également. Oui, puis en plus, quand on fait une référence, la fameuse sphère de Las Vegas a coûté 2,3 milliards. Donc... C'est quand même pas donné. Mais évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je vais m'avancer un petit peu en disant qu'ils n'ont pas bâti cette sphère-là pour rentabiliser la sphère uniquement. J'ai comme l'impression qu'ils ont bâti ça pour attirer les gens pour qu'ils aillent dépenser au casino qui est probablement juste à côté. Oui. Alors, c'est un peu comme ça. Las Vegas, ça a toujours été comme ça. Ils font des choses super impressionnantes, des spectacles, des choses comme ça qui peuvent se permettre parce qu'évidemment, il y a énormément de gens. Et comme je disais avant qu'on commence, je me souviendrai toujours
toujours d'une réplique de film dans un film qui s'appelait Casino. Oui. Et Robert De Niro faisait la voix off et commençait le film en disant qu'est-ce que vous pensez qu'on vient faire dans le désert? Donc, c'est un peu, je pense que ça ressemble à un S avec 2 lignes verticales. C'est ça. Non, parce qu'il faut dire que les propriétaires, c'est le Madison Square Garden Company qui est propriétaire de la sphère de Las Vegas. C'est des gens qui ont des salles de spectacle, tout ça, et ils sont possiblement, comme tu dis, associés à des casinos de Vegas. Il doit y avoir des ententes, j'imagine. Dans tous les cas, j'imagine qu'il y a un plan de rentabilité derrière tout ça, et c'est pour ça qu'ils peuvent le faire dans une ville comme Las Vegas, et c'est pour ça qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font toujours. Maintenant, c'est moins connu, puis c'est probablement en fin de vie, mais on a déjà été, toi puis moi, dans un hôtel qui est en pyramide, littéralement. Ouais. Quand tu rentres à l'intérieur de tout, tu te dis « My God, qui peut faire ça? Ça s'appelle le Luxor, mais maintenant, c'est plus âgé, puis je pense que, je ne sais pas s'il est fermé ou qu'il va l'être bientôt, mais ça a déjà été quelque chose de très impressionnant dans les années 90, début 2000. Absolument. Écoute, et encore là, la même chose pour les systèmes de son qui sont à l'intérieur de ce complexe sphérique-là. C'est unique. On a réussi, paraîtrait-il, à rendre le son présent, même si on est effectivement très loin des haut-parleurs, parce que c'est toujours le même problème, même pour les spectacles. Si tu es dans une salle immense, imagine-toi la puissance des haut-parleurs quand tu es à côté, et si tu étais 200 pieds plus loin, c'est pas du tout la même chose. Et ça, ils ont réussi par des nouvelles technologies de pouvoir rendre le son plus présent, même dans un espace aussi grand. Donc, il y a des avancées technologiques là aussi. Tu me disais justement qu'il pouvait diriger le son là, tout à l'heure, là, selon le spectateur. Effectivement, dans un contexte où l'écran est entoure, il faut qu'il y ait un son, j'imagine, très, très, très pointu et très bien calibré pour que tout le monde puisse avoir une expérience qui est quand même agréable. Oui, et c'est tellement particulier qu'on peut, en même temps, dépendamment des endroits de la salle, envoyer en différentes langues ou envoyer encore des effets spéciaux différemment où tu es situé, par rapport où tu es situé. En autant que pendant le repêchage de la NLH, je n'avais pas dit des noms différents en même temps. Oui, c'est comme se tromper aux Oscars. Oui, comme se tromper aux Oscars. Et parlant des Oscars, puis tout ça, parce que ça me fait penser qu'une des meilleures salles de spectacle, si on veut, aussi aux États-Unis, c'est évidemment le meilleur système de son. C'est bien chez le Dolby Theatre qui porte son nom à Los Angeles, excusez-moi, là où on donne les Oscars à tous les ans. J'ai jamais eu la chance d'entrer dans le Dolby Theatre, mais j'ai eu la chance de passer devant. J'ai déjà été une fois là-bas pour une formation en cinéma et c'est très, très impressionnant et quand on a toujours vu le tapis rouge des Oscars à la télé, on arrive sur place, c'est beaucoup plus petit qu'on pense. C'est quand même surprenant. On a toujours, c'est tellement impressionnant, un effet de grandeur qui est augmenté à la télévision. Mais quand on arrive, je dis pas que c'est petit, là, c'est super beau, mais l'entrée, moi, ça m'avait marqué. Mais l'intérieur, je l'ai jamais vu. Non, intérieur, te donner une idée, 3332 sièges. Wow! Quand même. C'est énorme. Et on me dit que c'est un des systèmes, évidemment, qui est Dolby, fait par Dolby, qui est la référence avec le Dolby Atmos, 215 haut-parleurs, paraîtrait-il. C'est une des salles les plus performantes. Et il faudrait souligner que le Dolby Theatre s'appelait auparavant le Théâtre Kodak, Kodak Theatre. Et malheureusement, la compagnie Kodak a fait faillite en 2012. Et encore là, la pellicule était du passé. Effectivement, probablement que ça prenait beaucoup de place dans leur façon de faire des affaires. Parce que le but de la pellicule était de prendre des photos. Et prendre des photos, ça n'a pas disparu. Au contraire, ça s'est multiplié énormément. Tout le monde a un appareil photo. Maintenant. Des téléphones. Et tout le monde a des milliers de photos sur leur téléphone. Non, mais c'est juste que, je fais un raccourci, mais la photo existe encore plus qu'avant. C'est juste que le moyen de les prendre a changé. C'est ça, le support aussi a changé pour la même chose pour les salles de cinéma. Mais pour en venir, on va devoir se questionner pour acheter des nouveaux équipements. Oui.
compte tenu aussi du calendrier. Parce que je veux avoir ton opinion là-dessus. On sait que le calendrier, suite à la grève, suite à la pandémie, on n'est pas encore venu au calendrier qu'on a connu avant 2019. Et est-ce que ça va revenir ou pas, je ne sais pas. Mais est-ce que les propriétaires de salles vont devoir se questionner sur leur nombre d'écrans par complexe? Effectivement. Dans ce qu'on voit en ce moment, depuis 2023, qu'on a des années qui sont, mettons, normales, entre guillemets, parce qu'en 2020, 2021, 2022, il y avait clairement un manque à gagner. Si les gens vont voir en ligne, c'était des chiffres extrêmement bas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, les périodes d'affluence sont très fortes. Donc, et c'était comme ça avant. Oui. C'était comme ça avant. Donc, l'été, à Noël, la relâche, on voit qu'il y a énormément de monde. Il y a même encore cette relâche-ci, il y a énormément de monde. Puis les mois plus tranquilles, bien là, ça descend un petit peu plus. Et puis, évidemment, les films qui sont en ce moment dans ces mois plus tranquilles-là sont moins importants, entre guillemets. Donc, il y a un côté d'approvisionnement. Et comme tu le soulèves, est-ce que c'est maintenant que ça va être plus comme ça, la réalité, bien, on ne sait pas, on souhaite que non, mais effectivement que s'il y a une fourniture de films qui nous offre des films, parce qu'on en a des films, on en a beaucoup, c'est juste que, évidemment, il y a des, je ne veux pas nommer de titre, mais comment je pourrais dire ça, un film qui va sortir en février, on n'aura pas les mêmes attentes avec raison qu'Avatar. Oui. Hein, évidemment. Donc, c'est quand tu joues Avatar, tu as une bonne idée qu'il va y avoir énormément de public, puis c'était comme ça avant. Donc, c'est normal qu'on ait des périodes plus tranquilles avec des films moins importants. Par contre, ben là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que quand c'est des périodes plus tranquilles, malgré s'il y a une fourniture de films, c'est un peu... on voit une affluence qui n'est pas encore soutenue. Oui, parce que je voulais mettre ça aussi en contexte. Ce phénomène-là est peut-être aussi... comment je dirais, tributaire du fait que la mise en marché est beaucoup plus compliquée qu'avant. Oui. Avant, on mettait un film, des bandes annonces à la télé, tout fonctionnait. La télé a perdu la moitié de ça a changé. Ça a changé énormément. Les réseaux sociaux sont là. Comment diriger au bon endroit? Et les budgets, est-ce qu'ils sont encore là, compte tenu des productions qu'on fait? Le taux d'attention des gens a changé. Maintenant, on a beaucoup plus... Nos yeux sont plus captés par des téléphones. Tout le monde a des téléphones maintenant. Donc, quand tu regardes des réseaux sociaux, ils vont chercher les gens de ce côté-là, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. On essaye d'aller chercher l'attention des gens en mettant des bouts de bande-annonce. Donc, on voit ça très régulièrement. Là, même dans les vraies bandes-annonces, on voit un résumé de la bande-annonce qui est un résumé du film, mais on voit un résumé de la bande-annonce au début de la bande-annonce pour accrocher les gens, pour dire... Même. Oui, puis ça, c'est un autre point que je veux pas m'en aller trop loin, mais la bande-annonce, qui est typiquement 1 à 2 minutes, ou même des fois 3 minutes, c'est un résumé d'un film. Donc, c'est simple. Même un teaser, c'est comme une pré-bande-annonce. Ouais. C'est en général au moins 1 minute. Alors, puis ça, là, ça fait des années que je dis ça avec les réseaux sociaux. Le temps d'attention des gens sur les réseaux sociaux sur une publication, c'est 5 secondes, peut-être moins. Aïe! Oui. Donc, comment se fait-il, et je n'ai pas la réponse, mais qu'on n'a pas trouvé une façon d'attendre, d'avoir l'attention des gens pour 2 minutes ou de changer la façon de vendre un film. Parce que les bandes-annonces, c'est encore aujourd'hui, en 2025, on a sorti la bande-annonce de Lilo et Stitch la semaine passée et ça l'a battu des records. Et elle dure 2 minutes et demie. Elle ne dure pas 5 secondes. Donc, il y a encore un besoin pour les gens de voir des bandes-annonces. Ça, c'est vraiment 2 solitudes où d'un côté, tu dis, ben moi, si tu ne m'as pas intéressé en 5 secondes, je ne l'écoute pas. Ouais. Puis de l'autre côté, qui dit, ben, je suis capable d'écouter une bande-annonce de 2 minutes et demie. Donc, c'est quand même intéressant de voir que l'attention d'une bande-annonce est pas pareille, surtout quand il y a une attente. Quand, par exemple, on attend Avatar ou Minecraft ou n'importe quel film ou Mission Impossible, on sait inconsciemment que ça va durer 2 à 3 minutes et on va donner cette attention-là. C'est très rare, du moins pour moi, que j'écoute une bande-annonce que j'attends puis je l'écoute pas au complet. Oui, effectivement. Donc, c'est un médium qui marche encore. Oui, exact. Mais pour répondre à ta question, tu parlais du nombre de salles. Oui, effectivement, le nombre de salles est toujours tributaire à la fourniture des films et à leur durée de vie. Oui, puis je pense que, écoute, le phénomène des multisalles, 18 écrans et tout ça, c'est peut-être
peut-être du passé. Peut-être, exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, depuis la pandémie, je ne veux pas dire trop grand, mais c'est plus grand que ce l'était. Là. Je ne veux pas juger. Chacun fait ses trucs, chacun bâtit ce qu'il veut. Mais c'est plus difficile à remplir les salles ou à remplir de films qu'en 2019, effectivement. C'est ça, parce que c'est toujours la même question entre le nombre de salles et le nombre de sièges dans chacune, dépendamment du sortie de film. Parce que tu as toujours ton flot de monde. Oui, puis il y a une dualité hyper importante dans ça que tu soulignes, qui est les gens veulent des grandes salles, veulent des grandes projections, ce qu'on appelle les PLF, là, les Premium Large Format, donc des salles que certaines villes peuvent offrir où on a des salles très, très grandes avec des très grands écrans. Puis de l'autre côté, on a des cinémas qui s'ouvrent avec des écrans avec 100 bancs. Oui. Donc, c'est très petit. Et ça fonctionne. Donc, il y a aussi une dualité. On dit on va aller au cinéma pour avoir un gros spectacle, puis de l'autre côté, on aime ça aussi avoir des salles plus intimes avec un nombre de bancs plus limité. Fait que je pense qu'à quelque part là-dedans, on va un peu se démêler avec les années qui vont venir, puis on verra comment que le public s'est adapté et comment les propriétaires de salles aussi. OK. Donc, pour conclure, moi, un petit peu, je ne sais pas si tu partages la même opinion, mais je me suis dit, la sphère de Las Vegas, c'est des super technologies, mais je pense que c'est pour faire des spectacles, faire un événement de cette sortie-là qui n'est pas, à mon sens, l'approche des salles de cinéma qui sont là pour présenter des films et raconter une histoire. Absolument. Plus que pour impressionner par un truc immense. Ça reste un outil technologique comme on en voit dans plusieurs. On en a même nous. Le 3D en est un. Ouais. C'est accepté. Donc, c'est des technologies nouvelles qui peuvent ou ne peuvent pas être adaptées au cinéma, dans les salles de cinéma. Mais moi, je pense comme toi qu'à la base, il faut avoir un produit divertissant, quelque chose que les gens ont envie de voir et qui veulent donner du temps pour aller le consommer. Et ça commence presque tout le temps par une bonne histoire, quelque chose d'intéressant, quelque chose de différent que les gens vont attendre et veulent voir. De projeter ça sur un écran ou d'une télévision, là, si je peux m'exprimer ainsi, là, ça ne rendra pas le film bien meilleur. Non. Non, c'est une vérité. C'est toujours... Au moins bon. On raconte une histoire avant toute chose. C'est comme le son. On en parlait la semaine passée. Le son, on ne le voit pas. On le sous-estime énormément. Mais je peux vous dire que si je ferme le volume d'une salle dans un de mes cinémas, ça ne prendra pas 1 minute qu'il y a quelqu'un qui va venir se plaindre. Mais pourtant, on l'accepte, puis même nos oreilles acceptent quand même des fois des qualités de son qui sont beaucoup plus basses, mais on associe le son qu'on entend de tous les jours à ça, et ça peut faire le travail quand même. Oui, puis une fois que t'es embarqué dans l'histoire. Exactement. Tu oublies un peu le reste. Exact. Au niveau l'image. C'est le but d'un film, c'est d'oublier que tu es assis dans une salle de cinéma et que tu regardes un écran. Exactement. Donc, toi et tes confrères allaient devoir analyser tout ça au fil des ans, de réinvestissement. On ne changera pas tous les équipements en même temps, mais il va falloir avoir des plans de réinvestissement dans des nouveaux projecteurs, dans des nouveaux systèmes de son et tout ça. Absolument. Les salles de cinéma ont toujours été liées aux technologies. Ouais. Même quand on avait des projecteurs de 35 mm qui ont duré 100 ans, on parlait de technologie, changer un peu la pellicule, mettre le son sur le côté, le son surround, le son mono, le son EX, c'est des termes techniques, mais on a toujours parlé de technologie dans les salles de cinéma et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Exactement. Donc, écoute, merci de ta participation encore une fois. Merci à toi de m'avoir invité. De ton éclairage de propriétaire de salle. Donc, écoute, je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour trouver les meilleures solutions possibles. Et puis nous, je convie nos auditeurs à se retrouver bientôt sur un autre épisode du balado. Le cinéma, c'est au cinéma.